Bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce second webinaire à destination donc sur la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il fait suite au premier d'une série de 3 séquences de webinaires. Premier donc qui a eu lieu la semaine dernière, le dernier qui aura lieu jeudi, et donc celui-ci est consacré aux 5 idées reçues de la réforme de l'obligation d'emploi. Alors, je vous présente donc Marine Neuville, qui est responsable de la mission de l'emploi des travailleurs handicapés à la sous-direction des parcours d'accès à l'emploi à la DGEFP. Bonjour. Bonjour à tous. Vous ne me voyez pas encore. Ah, ça y est. Voilà. Donc, je suis ravie de participer à ce webinaire organisé par la GFIP. Merci à toi. Et du coup, juste un petit point technique. Donc, vous allez voir sur le côté de votre écran 2 onglets, un sur le chat qui est destiné aux questions techniques et un onglet questions où là, vous pourrez poser vos questions relatives à cette présentation. Alors, sans plus tarder, 5 idées reçues. Alors, on en a même 6. 6 idées reçues sur la réforme. On en a balayé quelques des choses qu'on a déjà essayé, auxquelles on a essayé de répondre. Mais Marine, cette réforme devait simplifier les choses. Au final, les nouvelles modalités de calcul, c'est toujours aussi compliqué, on ne comprend rien. Alors, les nouvelles modalités de calcul sont un peu plus simples que précédemment, mais c'est vrai que la simplification s'est appliquée à d'autres items, donc, le calcul de la contribution. Ce qui est le plus simple, c'est que pour calculer finalement si vous êtes votre écart à la cible des 6% de travailleurs handicapés, on ne prend plus en compte désormais que le de BOETH effectivement employé par votre entreprise. Donc, on ne parle plus d'emploi direct ou d'emploi indirect, mais on regarde votre effectif d'assujettissement. En le multipliant par 6%, on obtient le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi que votre entreprise doit employer. On regarde les effectifs que vous avez effectivement employés au cours de l'année, ce qui permet le nombre de BOETH manquants, et on multiplie cet effectif par un barème de contribution, ce qui vous donne une contribution théorique dont on va déduire un certain nombre de déductions. On pourrait y revenir, 3 déductions, une au titre des achats auprès des entreprises adaptées, des ESAT et des travailleurs indépendants handicapés, une déduction au titre des emplois exigeants des conditions d'aptitude particulières, et une deuxième déduction qui est relative aux dépenses déductibles faites par l'employeur pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et une fois calculée cette contribution après déduction, pendant une période transitoire, mais on y reviendra, des règles seront appliquées pour encadrer l'augmentation de contribution, si vous êtes concerné par une augmentation de contribution, et cela vous permettra de définir le montant exact de contribution que votre entreprise doit verser. Donc finalement, des modalités de calcul qui ne sont pas très éloignées des modalités de calcul actuelles, avec une prise en compte de l'emploi indirect, non plus en amont du calcul de la contribution théorique, mais en aval sous forme de déduction de la contribution. Très bien. Et pour vous aider, parce qu'on le sait, c'est pas l'obligation d'emploi, pour ceux qui le pratiquent au quotidien, ils connaissent bien les règles, mais pour les nouveaux ou dans le cadre de cette réforme, on a mis plusieurs outils en place pour vous accompagner. Alors déjà, il faut savoir que dans le cadre forme, comme vous allez déclarer un certain nombre d'informations via la déclaration sociale nominative, les organismes sociaux seront en capacité de vous communiquer au plus tard le 31 janvier de chaque année, pour la déclaration que vous devrez faire au titre de l'année précédente, un certain nombre de données chiffrées, donc plus à calculer vous-même. Les organismes sociaux vous indiqueront pour chacune de vos entreprises votre effectif d'assujettissement, l'effectif de travailleurs handicapés que vous devez employer et l'effectif de travailleurs handicapés que vous avez effectivement employé au cours de l'année. Or, les travailleurs handicapés mis à votre disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d'employeurs, pour ces travailleurs handicapés-là, des attestations vous seront adressées et ce sera à vous de les déclarer dans le cadre de votre DOETH. Et puis, par ailleurs, la GFIP met à disposition un simulateur sur son site qui est d'ores et déjà disponible, même si on va continuer à l'étoffer pour que vous ayez toujours plus d'informations et d'aide en ligne pour bien le compléter. Et dans ce simulateur, il vous suffit de remplir les rubriques demandées, vous vous laissez guider et ça vous permet automatiquement de calculer le montant de votre contribution due en appliquant les nouvelles règles de cette obligation d'emploi rénovée. Très bien. Tu peux nous rappeler les 3 dépenses déductibles, s'il te plaît ? Oui. Je suis passée assez vite, effectivement. Donc, la première concerne les achats effectués par les entreprises auprès des entreprises adaptées, des établissements spécialisés d'aide par le travail et des travailleurs indépendants handicapés.
Donc demain, mais on y reviendra effectivement, ces achats sont toujours valorisés. Il y a eu des craintes et des messages, des contre-indications, des fausses informations qui ont circulé disant que le recours à la sous-traitance n'était plus valorisé dans le cadre de la réforme de l'obligation d'emploi. C'est entièrement faux. On continue à valoriser ces achats, mais on les valorise en euros et non plus en unités bénéficiaires comme aujourd'hui. Et cela viendra en déduction du montant de la contribution due. On y reviendra tout à l'heure pour vous expliquer également précisément les modalités de calcul de cette déduction. Une deuxième déduction concerne les dépenses déductibles effectuées par les employeurs auprès des dépenses directes pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors demain, elles seront toujours plafonnées à 10% de la contribution, comme aujourd'hui, mais on a travaillé sur cette liste de dépenses déductibles, on en a 13 aujourd'hui. Demain, on n'en aura plus que 3, parce qu'on les a vraiment recentrées sur les dépenses qui favorisent l'emploi des personnes handicapées en entreprise ou leur maintien en emploi. Et on a aussi ciblé les dépenses qui étaient les plus efficaces, qui avaient l'impact le plus fort pour développer l'emploi des personnes handicapées en entreprise. Donc, vous aurez les dépenses relatives aux travaux d'accessibilité des locaux aux personnes handicapées sont maintenues, pourront être la contribution. Les dépenses également réalisées au titre pour accompagner le maintien en emploi ou la reconversion professionnelle des travailleurs handicapés seront également toujours valorisées dans le cadre de l'obligation d'emploi. Et on a une troisième catégorie de dépenses qui va couvrir en fait toutes les prestations acquises par l'entreprise auprès de prestataires externes en matière de formation et sensibilisation des salariés de l'entreprise au handicap, et toutes les prestations également de type job coaching qui vont permettre d'accompagner une personne handicapée au moment de sa prise de poste ou pour favoriser son maintien ou sa reconversion professionnelle au sein de l'entreprise. Ces prestations de type job coaching, l'entreprise pourra acquérir auprès de prestataires extérieurs, pourront là aussi être valorisées en déduction de la contribution due dans un plafond de 10%. Très bien. Donc, même si ça reste compliqué, il y a quand même des outils qui sont là pour nous aider. Alors, quelque chose d'autre qu'on a pu entendre, c'est que le taux d'emploi de l'entreprise, si on retire la sous-traitance, ça va dégringoler? Eh bien, ça, c'est une idée là-dessus, puisque vous allez le voir, il y a beaucoup de paramètres dans le cadre de cette réforme qui peuvent impacter le taux d'emploi de votre entreprise. Et certains paramètres vont l'impacter à la hausse, d'autres à la baisse. Donc, en fait, tout dépendra de la situation de l'entreprise. Certaines verront peut-être leur taux d'emploi diminuer, d'autres au contraire augmenter, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que bien sûr, l'objectif de cette réforme, c'est de développer l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. Donc vous êtes vraiment incité à recruter ou à maintenir en emploi les travailleurs handicapés dans l'entreprise. Si vous vous conformez à ce nouveau cadre, votre taux d'emploi ne pourra qu'augmenter et j'espère dépasser les 6% obligatoires. Alors quels sont les facteurs qui vont impacter votre taux d'emploi si vous ne modifiez pas votre politique d'emploi par rapport à ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui? Première chose, le taux d'emploi sera décompté au niveau de l'entreprise et non plus de l'établissement autonome comme aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier facteur. On aura un taux d'emploi unique par entreprise. Deuxième élément, le taux d'emploi va concerner uniquement le nombre de travailleurs handicapés employés ou accueillis par l'entreprise. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un taux d'emploi global qui inclut un taux d'emploi direct et un taux d'emploi indirect. Le taux d'emploi indirect concernant les achats auprès des entreprises adaptées, ESAT et travailleurs indépendants handicapés. Demain, le taux d'emploi ne concernera que le taux d'emploi direct de l'ensemble des travailleurs handicapés accueillis ou employés par l'entreprise sous toutes ses formes, quelle que soit la nature du contrat. Ça peut être un CDD, un CDI, un stagiaire, une personne en contrat d'apprentissage, une personne en période de mise en situation au milieu professionnel, un travailleur handicapé intérimaire ou mis à disposition par un groupement d'employeurs. Toutes ces formes de contrats, quelle que soit leur durée, seront valorisées parmi le nombre de bénéficiaires d'obligations d'emploi employés par l'entreprise. Donc on aura un seul taux simple et lisible pour vous comme pour toute personne extérieure. Troisième facteur, le décompte des effectifs, que ce soit les effectifs d'assujettissement d'entreprise ou les effectifs de travailleurs handicapés employés, s'effectuera désormais en appliquant les règles de droit commun utilisées pour toutes les autres contributions sociales, c'est-à-dire en prenant en compte l'effectif moyen annuel. Aujourd'hui, on regarde les effectifs de l'entreprise, de BOTH employés par l'entreprise au 31 décembre de l'année. Demain, on les regardera en effectif moyen annuel, ce qui sera plus équitable puisqu'on le sait, certaines entreprises ont des fluctuations d'effectifs qui peuvent être assez importantes entre le 31 décembre et d'autres moments de l'année puisque c'est lié aussi à la saisonnalité de leur activité.
Quatrième facteur, les effectifs mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs ne seront plus comptabilisés dans les effectifs d'assujettissement de l'entreprise. Aujourd'hui, on prend en compte les effectifs permanents et ces effectifs mis à disposition par les ETT et les groupements d'employeurs. Demain, les effectifs d'assujettissement des entreprises ne prendront en compte que les effectifs permanents. Mais dans le cadre des effectifs travailleurs handicapés, on continuera à prendre en compte les travailleurs handicapés mis à disposition par les ETT ou les groupements d'employeurs. Et enfin, les effectifs de travailleurs handicapés âgés de 50 ans et plus seront valorisés de façon spécifique pour inciter les entreprises à recruter ou à maintenir en emploi des travailleurs handicapés seniors, puisqu'on sait qu'ils sont aujourd'hui confrontés à des problématiques particulières de maintien en emploi. Et la volonté a été de valoriser de façon particulière ce public-là. Et donc, on multipliera en fait le temps de travail de chaque travailleur handicapé âgé de 50 ans et plus par un coefficient de 1,5. Donc, tu me confirmes bien que le taux d'emploi, en tout cas qui s'affichera pour les entreprises, sera le taux d'atteinte de l'obligation d'emploi tiendra compte de cette survalorisation des seniors. Tout à fait. L'écart par rapport aux 6% sera calculé en intégrant cette survalorisation des seniors. Et dans les effectifs de travailleurs handicapés que vous employez, qui vous seront communiqués par les organismes sociaux, on intégrera également ce coefficient de valorisation de 1,5. Donc, vous n'aurez pas de calcul spécifique à faire pour les travailleurs handicapés seniors que vous employez. Cette donnée vous sera transmise automatiquement par les organismes sociaux. Et de même, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs qui vous adresseront tous les ans, au plus tard le 31 janvier, une attestation qui indiquera le nombre de travailleurs handicapés qu'ils auront mis à disposition de votre entreprise. Ils intégreront également dans le calcul automatiquement ce coefficient de 1,5. Très bien. Donc, ça prendra vraiment en compte la part de l'emploi réellement occupé par les travailleurs handicapés au sein des entreprises. Alors, une nouvelle idée. Est-ce que le montant de ma contribution, moi, en tant que chef d'entreprise, va exploser avec toutes ces nouvelles modalités de calcul? C'est pas du tout l'objectif. Bon, mais après, la balle est, j'allais dire, dans votre camp, puisque vraiment l'objectif de cette réforme, c'est pas d'alourdir les charges financières qui pèsent sur les entreprises, c'est pas d'augmenter le niveau de contribution et d'apporter des ressources supplémentaires à la GFIP. C'est vraiment de changer les comportements et de faire en sorte que les entreprises recrutent ou maintiennent en emploi davantage de travailleurs handicapés. Vous le savez, aujourd'hui, on a seulement 3,5% de travailleurs handicapés en équivalent temps plein qui sont en poste dans les entreprises, alors qu'on a une cible depuis plus de 30 ans qui est à 6%. Donc la situation n'est pas totalement satisfaisante. Et donc l'objectif de cette réforme, c'est bien d'inciter les entreprises à changer de comportement pour recruter davantage de travailleurs handicapés et voir ainsi leur contribution diminuer, voire même disparaître. C'est ce qu'on souhaite. L'objectif. Alors, pour accompagner tout de même cette réforme, parce qu'on sait qu'un changement de comportement, ça ne se met pas en place en 2 mois, en 6 mois, ni même en 1 an. Il faut du temps. Il faut que ça touche toutes les sphères de l'entreprise, les partenaires sociaux, organisations patronales, organisations syndicales, services achats, services de ressources humaines et les équipes, les managers, les salariés, parce que travailler avec une personne handicapée, toujours si simple, il faut accompagner, il faut lever certains fantasmes, certaines idées reçues, il faut aussi préparer, aménager les postes de travail et accompagner équipes et managers. Alors, il est prévu, du coup, une période transitoire pour accompagner les entreprises de 5 ans, donc qui ira de 2020 à 2024. Et pendant, effectivement, ces 5 années, on va encadrer l'augmentation de contributions qui pourrait concerner une partie des entreprises avec l'application de ces nouvelles règles. Et donc, effectivement, on va écréter les augmentations de contribution. C'est-à-dire que pendant ces 5 années, les entreprises, si elles sont confrontées à une augmentation de contribution d'une année sur l'autre, elles ne paieront pas la totalité de cette augmentation, mais seulement une partie. Ce qui fait que, on allège vraiment l'augmentation de contribution pour les entreprises, puisque là encore, je le redis, l'objectif, c'est pas d'augmenter les contributions ni les ressources de la GFIP, mais bien de laisser le temps aux entreprises de mettre en place de nouvelles politiques d'emploi vis-à-vis des personnes handicapées pour se conformer à cette obligation d'emploi rénovée et atteindre 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Donc, on est bien sur une période de 5 ans. Tout à fait. Mais qui ne seront pas calculés chaque année, ça ne sera pas calculé tout à fait de la même façon. On a eu beaucoup de questions. Oui, alors je t'interroge là-dessus parce qu'on a eu beaucoup de questions lors du premier webinaire sur ces modalités de calcul de la période transitoire. Alors effectivement, la première année, c'est un peu compliqué. Oui, alors effectivement, on a un processus. Alors,
qui peut être un peu compliqué, mais c'est le même système que finalement l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, là encore, je vous le redis, si vous pouvez tout à fait faire les calculs à la main pour vous assurer qu'ils sont bien justes, mais sinon, utilisez le simulateur de la GFIP. Vous avez juste à rentrer certains montants et automatiquement, ces écrêtements seront calculés. Ce simulateur, il a été travaillé avec nous, il a été travaillé avec les organismes sociaux. Donc, si vous rentrez les bonnes données, c'est bien le bon montant de contribution qui s'affichera et ça vous simplifiera la vie. Alors, effectivement, comment on a procédé en 2020, au moment où vous ferez votre déclaration début 2021 au titre de l'année 2020, vous allez comparer en fait le montant de contribution dû au titre de l'année 2020 avec celui que vous avez versé l'année précédente, donc le montant de contribution que vous avez versé début 2020 au titre de l'année 2019. Sur l'ensemble du périmètre de l'entreprise, c'est-à-dire que si chaque établissement était assujetti, elle versait son montant de contribution. Pour l'année prochaine, on cumule tous les montants établissement par établissement et on déclarera le montant global de l'entreprise. Tout à fait, puisqu'à partir de 2020 et donc de la déclaration 2021 qui sera faite au titre de l'année 2020, on raisonne vraiment au niveau de l'entreprise. Donc vous allez comparer la contribution due au titre de l'année 2020 au niveau entreprise, avec la contribution payée pour l'ensemble des établissements d'une même entreprise au titre de l'année 2019. Et s'il y a une augmentation, on va effectivement limiter cette augmentation en appliquant des taux d'abattement qui seront différents par tranche de hausse, un peu comme les taux marginaux de l'impôt sur le revenu. Donc, pour la première tranche de hausse, jusqu'à 10 000 euros, vous appliquerez un taux d'abattement de 30%. Pour la deuxième tranche de hausse de contribution comprise entre 10 000 et 100 000 euros, vous appliquerez un taux d'abattement de 50% et au-delà de 100 000 euros de hausse, le taux d'abattement sera de 70%. Donc, c'est un dispositif qui permet en fait d'éviter les effets de seuil. Par exemple, si vous avez 150 000 euros de hausse de contribution, sur les premiers 10 000 euros, il y aura 30 000 euros entre 10 000 et 100 000, 50% d'abattement et puis ensuite 70% d'abattement. À partir de 2021, ce sera plus simple puisqu'il y aura un unique taux d'abattement, quelle que soit la hausse de votre contribution, donc on ne raisonnera plus par tranche. Là aussi, vous comparez la contribution due au titre de l'année 2021 et celle que vous avez versée en 2020 et vous appliquerez un taux d'abattement de 80% s'il y a eu hausse de contribution sur cette hausse de contribution. En 2022, le taux d'abattement sera de 75%, en 2023 de 66% et en 2024 de 50%. Et ensuite, au titre de l'année 2025, il n'y a plus de dispositif transitoire puisqu'on estime qu'en 5 ans, vous avez eu le temps de faire évoluer votre politique de ressources humaines et que donc, si vous n'êtes pas à 6% de travailleurs handicapés, c'est effectivement le barème qui joue à plein sans écrêtement en cas d'augmentation de la contribution. Très bien, merci pour tous ces détails. J'en profite pour rappeler qu'il y a des petites vidéos sur le site de la GFIP qui viennent expliquer justement toutes ces modalités de calcul et de valorisation. Alors, la période transitoire, je crois que tu as tout dit, le mécanisme... Alors, le mécanisme d'écrêtement, c'est vraiment bien sur le delta, sur la hausse de contribution uniquement. C'est pas sur l'ensemble de la contribution. C'est sur la hausse, on a compris. La sous-traitance, ça aussi c'était un sujet. Si on fait sortir de la sous-traitance, la sous-traitance du taux d'emploi, il n'y a plus de raison d'avoir recours à la sous-traitance finalement. Si ? Eh bien si, on l'a dit tout à l'heure. Encore une idée reçue. Voilà, exactement. La sous-traitance reste valorisée dans le cadre de cette réforme. C'est important, c'est effectivement une réforme qui veut valoriser l'emploi des travailleurs handicapés en entreprise, mais on le sait, et vous le savez sûrement encore mieux que moi, on sait aussi que certaines personnes handicapées auront toujours des difficultés à trouver un poste chez un employeur classique, public ou privé. On sait aussi que certaines personnes handicapées, avant de trouver un poste dans ces entreprises classiques, ont besoin d'être accompagnés, d'être formés en entreprise adaptée, en ESAT, et que dans les parcours professionnels des personnes handicapées, il est important qu'il y ait effectivement des environnements de travail adaptés, sécurisants, et qui leur permettent aussi de développer leurs compétences, de se former, d'élaborer aussi un projet professionnel qu'elles pourront ensuite mener dans la durée. Et donc, vraiment, par cette réforme, on veut privilégier l'emploi, mais sous toutes ses formes, dans l'entreprise, mais également en entreprise adaptée, en ESAT ou en tant que travailleur indépendant handicapé.
Simplement, ces achats auprès des EA, ESAT et TIH sont valorisés autrement, puisqu'ils ne sont plus valorisés en tant qu'unité bénéficiaire sous forme de taux d'emploi indirect, en amont, si je puis dire, du calcul de la contribution due, mais ils seront pris en compte en aval sous forme de déduction. Alors, pour vous expliquer rapidement, effectivement, la formule, l'objectif, là aussi, c'était de simplifier pour les entreprises et tout en proposant un dispositif aussi incitatif pour les entreprises clientes comme pour les fournisseurs. Et donc, l'entreprise pourra demain déduire de sa contribution 30% des coûts de main-d'œuvre issus de la facture de l'entreprise adaptée. On est resté donc sur le concept de coût de main-d'œuvre parce qu'il s'agit bien, à travers la valorisation de la sous-traitance, de valoriser l'emploi dans les entreprises adaptées, les ESAT ou chez les travailleurs indépendants handicapés. Comme aujourd'hui, c'est le même concept. Donc, par rapport aux factures réglées par l'entreprise, on ne prend en compte que les coûts de main-d'œuvre. Ce qui change, c'est qu'on applique un unique taux de valorisation, 30%, quelle que soit la nature de la prestation ou de l'achat, quelle que soit la taille de l'entreprise cliente. Et donc, ces 30% appliqués au coût de main-d'œuvre vous donnent un montant en euros que vous pourrez déduire du montant de votre contribution, avec un plafond qui est maintenu, mais qui est un plafond qui varie en fonction du taux d'emploi direct de votre entreprise. C'est-à-dire que si votre taux d'emploi est inférieur à 3%, vous ne pourrez déduire que jusqu'à 50% du montant de la contribution due, en ayant recours à la sous-traitance. Et si ce taux est égal ou supérieur à 3%, vous pourrez déduire jusqu'à 75% du montant de la contribution due avant déduction, grâce aux achats que vous effectuerez auprès des secteurs adaptés et protégés. Donc l'objectif, c'est à travers ce dispositif de valoriser bien sûr à la fois l'emploi direct et l'emploi indirect dans les secteurs adaptés et protégés, qui sont finalement de dispositifs complémentaires pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes handicapées. Très bien. Et donc, ce dispositif est plutôt favorable ou défavorable pour les entreprises, cette modalité de calcul? Alors, cette modalité de calcul est plutôt favorable. Voilà. Après, il peut y avoir du cas par cas pour quelques entreprises qui peuvent ne pas s'y retrouver, mais globalement, par ce dispositif-là, l'immense majorité des entreprises vont être davantage incitées à recourir aux achats auprès des secteurs adaptés et protégés. Et puis, comme on a aussi une obligation d'emploi qui est plus incitative pour les entreprises, elles sont d'autant plus incitées. Si elles ne peuvent pas tout de suite développer l'emploi direct, elles sont d'autant plus incitées à recourir aux achats auprès des entreprises adaptées, des ESAT et des travailleurs indépendants handicapés. Ça permettra toujours de s'exonérer éventuellement d'une surcontribution s'il n'y a pas d'emploi direct? Oui, tout à fait. S'il n'y a pas d'emploi direct, on a toujours possibilité, effectivement, en ayant recours à la sous-traitance, de s'exonérer de la surcontribution. D'accord. Alors du coup, moi si j'ai bien compris, les accords, c'est fini ou c'est pas fini? Alors c'est pas fini. Là encore, autre idée des fausses, autre idée reçue. Il y a eu beaucoup de débats au moment de la concertation qui a précédé cette réforme de l'obligation d'emploi, mais le choix du gouvernement, ça a été de maintenir les accords agréés pour l'emploi des travailleurs handicapés, parce que c'est des vrais leviers, des vrais outils au sein de l'entreprise, mais de les limiter dans le temps. Parce qu'on s'est aperçu, effectivement, et le bilan le montre, que dans un grand nombre de cas, finalement, les accords agréés pour l'emploi des travailleurs handicapés sont devenus des outils de gestion, mais pas forcément des outils très dynamisants pour l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. On avait ainsi un certain nombre d'entreprises sous accords agréés dont le taux d'emploi était même inférieur à la moyenne des entreprises. On s'apercevait aussi que parfois les entreprises n'avaient pas forcément intérêt à aller au-delà de 4% de travailleurs handicapés, sinon elles ne bénéficiaient plus, via leurs accords agréés, de ressources financières suffisantes pour développer leur politique d'emploi en faveur des travailleurs handicapés. Donc, il y avait un plafond de verre à 4%, voilà, parfois des effets d'aubaine ou des effets pervers qui font qu'on a réinterrogé ce dispositif et que le choix du gouvernement, ça a été de le maintenir, mais en le limitant à 3 ans renouvelables une fois. Donc, une entreprise peut bénéficier d'un accord agréé pendant une durée de 6 ans. Et l'objectif, c'est vraiment que ce soit un accord dynamisant, que ce soit un vrai levier pour des entreprises qui sont loin des 6%, qui n'ont pas encore vraiment mis en place une politique d'emploi des travailleurs handicapés et qui ont besoin de cet outil spécifique pour développer la politique d'emploi, puisque pendant 6 ans, elles vont pouvoir en interne conserver un budget au moins égal au montant de la contribution qu'elles auraient versée sinon aux organismes sociaux. Ça va leur permettre de structurer leur politique d'emploi pour les travailleurs handicapés. Et au bout de 6 ans, on estime que cette politique d'emploi, elle doit être rentrée finalement dans l'ADN de l'entreprise, dans le droit commun de l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 6 ans, on ne parle plus du handicap, on ne fait plus rien pour les personnes handicapées, ou qu'il n'y a plus de dialogue social entre partenaires sociaux sur le handicap. Mais ça veut dire qu'au bout de 6 ans, on quitte l'outil spécifique pour entrer
dans le droit commun du dialogue social et dans le cadre des accords qualité de vie au travail, il y a un volet handicap et il faut qu'au bout de 6 ans, les partenaires sociaux aient pu se former et pu s'emparer de cette question pour pouvoir l'intégrer à leurs discussions, à leurs négociations, à leurs accords dans le cadre conventionnel de droit commun. Et de même, au bout de 6 ans, il faut que les politiques RH aient pu développer un certain nombre de dispositifs sans avoir besoin de s'appuyer sur un outil spécifique. Par ailleurs, je pense que c'est un travail qu'on mène actuellement à la GFIP. La GFIP sera vraiment là aussi aux côtés des entreprises pour, si nécessaire, pour celles qui le souhaitent, au bout de 6 ans, pouvoir prendre le relais en proposant peut-être un conventionnement avec la GFIP, un appui ou une aide spécifique parce que pour celles qui en auraient encore besoin. Donc ça veut dire que par exemple, une entreprise qui le souhaiterait en 2030 peut signer un premier accord agréé. Tout à fait. C'est pas suite à là, d'ici 6 ans, c'est la fin des accords. Non, on peut. Pour après, celles qui ont depuis longtemps des accords agréés, c'est vrai que c'est la voilà, ça va se terminer. C'est un dispositif qui perdure. Mais ce dispositif existe et une entreprise qui jusqu'à maintenant n'a signé aucun accord agréé pour l'emploi des personnes handicapées peut à tout moment, en 2030, en 2020, en 2025, 35, pourra à tout moment bénéficier de ce dispositif-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a que 10% quand même des établissements assujettis à l'obligation d'emploi qui sont sous accord agréé. Donc, on a quand même énormément d'établissements et d'entreprises qui n'ont pas bénéficié de cet outil-là. Et voilà, ce qui nous interroge aussi, l'objectif, c'est d'aller justement chercher d'autres entreprises pour, grâce à cet outil, leur mettre le pied à l'étrier. Très bien. En termes d'emploi des personnes handicapées. Ok. Et alors finalement, comment ça va se passer? Alors, en DSN, on aura l'occasion d'y revenir lors du prochain webinaire, mais j'aurai plus de déclaration à faire? Ou il faudra quand même faire une déclaration? Il y en aura quand même une. Ça aurait été trop beau que tout se fasse de façon totalement automatisée. Je pense que voilà, il y a des informations qu'on n'a pas pour remplir la déclaration, même si on a simplifié au maximum, et même si beaucoup d'informations vous seront communiquées par les organismes sociaux. Il y aura toujours une déclaration à faire au premier trimestre de l'année N+1 au titre de l'année N. On va y revenir. Et puis, des informations à saisir au fil de l'eau pour les salariés handicapés que vous employez dans vos entreprises. Alors, dès 2020 et ensuite tout au long de l'année, et j'allais dire au fil de l'eau, l'entreprise sera chargée d'identifier les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, quel emploi, ou quel accueil, via votre système de paye, c'est-à-dire que on est en train d'y travailler aujourd'hui avec les éditeurs de logiciels. Vous allez voir apparaître des cases à cocher. Donc, quand vous recrutez Monsieur Durand, qui est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, il faudra préciser, voilà, qu'il est BOETH et à quel titre. Mais une fois que l'information sera saisie, vous n'aurez plus à la ressaisir, sauf si effectivement la situation de Monsieur Durand évolue et qu'il n'est plus bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Dans ce cas-là, il faudra bien sûr décocher cette case. Et cette information, elle sera transmise ensuite automatiquement aux organismes sociaux, ce qui permettra aux organismes sociaux de vous communiquer automatiquement les effectifs de BOETH que vous employez. Donc l'année 2020 sera une année importante parce que c'est une année aussi où vous allez mettre à jour toutes ces informations pour les salariés handicapés que vous employez aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément identifiés dans vos systèmes de paye, dans vos systèmes RH. Mais vous aurez le temps, en 2020, de mettre à jour vos systèmes d'information pour que, début 2021, les organismes sociaux puissent vous communiquer des effectifs à jour sur les travailleurs handicapés que vous employez. Et puis après, ça sera vraiment au fil de l'eau, de façon très simple. Et à compter de 2021, et ensuite au mois de mars de chaque année, les entreprises devront faire une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi dû au titre de l'année précédente. Donc, il y a à peu près une dizaine de rubriques à remplir concernant les BOETH employés, les déductions, la contribution due, sachant que effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les organismes sociaux vont vous communiquer déjà un certain nombre d'effectifs que vous n'aurez plus qu'à ressaisir, ou on vous demande vraiment les informations complémentaires. Donc, par exemple, sur les travailleurs handicapés mis à votre disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d'employeurs, ceux-là, vous devrez les déclarer parce que les organismes sociaux n'en ont pas connaissance. Le montant des déductions qui sont liées aux achats que vous avez faits auprès des secteurs adaptés et protégés, qui sont faits au titre des ECAP ou qui sont faits au titre des dépenses déductibles, cela aussi, les organismes sociaux n'en ont pas connaissance. Donc, vous serez invité à saisir les montants non plafonnés de ces déductions. Vous serez aussi invité à saisir les montants de contribution que vous avez versés au titre de l'année précédente pour qu'on puisse se calculer automatiquement ensuite le montant de contribution dû avec le dispositif d'écrêtement que je vous ai présenté tout à l'heure. Et puis, bien sûr, si vous êtes sous accord agréé,
agréé pour l'emploi des travailleurs handicapés. Là aussi, on va vous demander de le préciser avec le numéro de cet accord agréé pour qu'on ne vous réclame pas le versement d'une contribution, puisque le dispositif accord agréé vaut acquittement de l'obligation d'emploi. Donc, il y a moins d'une dizaine de rubriques à remplir tous les ans, sur la base de données transmises par les organismes sociaux et puis de données complémentaires issues d'autres systèmes de suivi au sein de l'entreprise. Mais vraiment, ça devrait vous faciliter la vie par rapport au dispositif actuel où vous avez quand même 5 formulaires, une centaine de rubriques très détaillées, très précises. Et même si vous pouvez aujourd'hui me faire remonter un certain nombre d'informations via la télédéclaration, ça reste quand même une saisie lourde. Donc là, on allège énormément votre charge administrative. Tout à fait. Alors, les derniers liens utiles, finalement, pour retrouver toutes ces informations, donc on les retrouve ici. Et puis, il y a quand même quelques questions qui perdurent. Donc, plus de minoration pour âge, de moins de 26 ans. Non, pour les jeunes. Il n'y a plus de minoration pour les jeunes. C'est vrai qu'il y avait un dispositif de minoration qui concernait les travailleurs handicapés très éloignés de l'emploi, notamment les chômeurs de longue durée, les moins de 26 ans, les sortants des AT, les bénéficiaires de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, oui, et les travailleurs handicapés âgés de 50 ans et plus. Toutes ces minorations disparaissent parce qu'en fait, elles étaient déjà peu utilisées, oui, par les entreprises et puis elles n'ont pas démontré leur efficacité. Aujourd'hui, on a, je crois, 1 ou 2% de travailleurs handicapés en entreprise qui ont moins de 26 ans, ce qui montre bien que la minoration en raison de l'âge pour les jeunes travailleurs handicapés ne fonctionne pas. C'est pas parce que vous avez cette minoration que ça incite les entreprises à recruter des jeunes travailleurs handicapés. Ce qui ne veut pas dire que cet objectif n'est pas louable. Il faut au contraire encourager le recrutement de jeunes travailleurs handicapés, mais ce n'est pas le dispositif obligation d'emploi qui est le meilleur levier pour le faire. Donc on y travaille par ailleurs dans le cadre d'une concertation sur l'offre de services, comment mieux accompagner les jeunes travailleurs handicapés, comment favoriser les transitions entre le monde de l'enseignement supérieur, le monde de l'école et le monde professionnel, mais c'est pas finalement le dispositif obligation d'emploi qui est le plus efficace pour atteindre l'objectif visé. En fait, ce qu'on a conservé parmi ces minorations, c'est la prise en compte particulière des travailleurs handicapés âgés de 50 ans et plus, donc non pas sous forme d'une minoration de contribution, mais sous forme d'une majoration finalement dans le calcul des bénéficiaires de l'obligation d'emploi en appliquant ce coefficient de 1,5 dont on parlait tout à l'heure. Mais le résultat est équivalent pour les entreprises. On l'a valorisé différemment. Très bien. Est-ce qu'on va pouvoir embaucher un référent handicap dans le cadre des accords agréés et financer ce nouveau poste via la contribution qui resterait à la gestion de l'entreprise? Alors, vous parlez de taxe handicap, c'est un peu négatif, taxe handicap. Je l'ai formulé. Ça. Je l'ai reformulé. Oui, non, mais la question qui apparaît, c'est une contribution pour financer la politique d'emploi des personnes handicapées. Effectivement, oui, dans le cadre des accords agréés, vous pourrez valoriser sur le budget de l'accord toutes les actions de pilotage et de suivi des accords. Donc, si vous recrutez des personnes dédiées, pour ce faire, vous pourrez le financer sur le budget de l'accord pendant la durée de l'accord. Ça veut bien dire, voilà, au-delà des 3 ans, plus 3 ans, au-delà des 6 ans, effectivement, ces dépenses de masse salariale vont être prises en charge par l'entreprise sans aide ou sans subventionnement spécifique. Très bien. Alors, il y a encore une question qui demeure sur la surcontribution dans le cadre de la sous-traitance, on va dire, insuffisante sur 4 ans. La question, c'est 4 années lesquelles? Comment on va calculer cette surcontribution? En fait, c'est à l'année d'observation, finalement, l'année de déclaration. On remonte dans le temps sur 4 ans pour pouvoir voir si le montant de sous-traitance est bien équivalent à minima à 600 fois le SMIC horaire, s'il n'y a pas d'emploi direct. Tout à fait. Voilà. Alors, effectivement, cette surcontribution a été maintenue, sachant que deux choses. Déjà, le délai d'assujettissement à l'obligation d'emploi augmente, puisqu'en application de la loi Pacte qui a été promulguée tout récemment, on s'aligne là aussi sur les dispositions de droit commun. Donc, désormais, les entreprises ont 5 ans pour respecter leur obligation d'emploi à partir du moment où elles dépassent de façon continue sur 5 ans le seuil de 20 salariés. Et puis par ailleurs, effectivement, ensuite, au-delà de ces 5 ans, 4 ans après, on regardera si sur 4 ans, elles ont bien fait un effort pour l'emploi des personnes handicapées, soit sous forme d'emploi direct, soit en passant des contrats avec les secteurs adaptés et protégés. Et si dans les deux champs, emploi direct ou sous-traitance, rien n'a été fait par l'entreprise, une surcontribution sera appliquée.
Cette surcontribution, on l'espère, devrait être très minoritaire, déjà parce qu'on raisonne demain au niveau de l'entreprise et non plus de l'établissement. Donc, on va vraiment regarder l'effort de l'entreprise dans tous ces établissements. Et puis, par ailleurs, on valorise quand même toutes les formes d'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, voilà, si certaines entreprises n'ont pas pu recruter d'emblée un travailleur handicapé en CDI, elles ont pendant 4 ans largement le temps de mettre en place une politique pour accueillir un stagiaire, un apprenti, une personne en CDD, un intérimaire, travailleur handicapé, ce qui permet petit à petit aussi d'acculturer l'entreprise à l'accueil et à l'embauche de personnes handicapées. Très bien. Une dernière question peut-être. Alors, je rappelle que toutes vos questions vont être conservées. On va les verser dans notre foire aux questions et vous trouverez, alors il faut nous laisser un petit peu de temps pour rédiger tout ça, mais vous les trouverez sur la foire aux questions sur le site de la GIFIP d'ici quelques temps. Donc, dernière question, Marine. Pour les entreprises ou les établissements qui sont rattachés à une holding, comment vont-elles établir leur déclaration? Et pour chaque entreprise, une pour les holdings, comment ça va se passer? L'assujettissement. L'assujettissement se fait vraiment au niveau de l'entreprise. Donc, c'est effectivement chaque entreprise qui doit faire sa déclaration. Alors, c'est une question qui ne nous a pas encore été posée sur la holding, donc il faut qu'on creuse. Mais c'est à rapprocher aussi des mécanismes de déclaration que vous pouvez avoir pour d'autres contributions sociales. Ou effectivement, quelles sont aujourd'hui vos modalités de déclaration pour ces autres contributions sociales, puisqu'a priori, ce sont des modalités de déclaration équivalentes. Mais on va y travailler avec les organismes sociaux pour pouvoir vous y répondre plus précisément. Et du coup, juste accueillir un stagiaire, ça permettra d'éviter la surcontribution? Oui. Bon. Oui, puisqu'il s'agit d'un travailleur handicapé accueilli par l'entreprise. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour toute cette présentation, toutes ces réponses aux questions. Et bien, au plaisir de vous retrouver jeudi prochain, même heure, pour le dernier webinaire de cette série, avant de commencer une deuxième série avec les mêmes sujets. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir.